Un plateau avec 2 invités mais pas d'animateurs. Seuls devant les caméras, ils sont là pour débattre. Alors on commence par vous. Présentez-vous. Je m'appelle Gérard Apfeldorfer, je suis psychiatre. Je m'intéresse tout particulièrement aux problèmes d'obésité et aux troubles du comportement alimentaire. Et voilà 11 ou 12 ans, j'ai fondé avec des collègues une association qui s'appelle le GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Je me pose encore la question. Peut-être que notre association a pris des prise de position au niveau de la santé publique pour dire que nous n'étions pas tellement satisfaits de la façon dont étaient prises en charge les obèses au niveau médical, au niveau social. Et donc nous sommes peut-être un petit peu le poil à gratter. Même question, qui êtes-vous ? Je suis Valérie Boyer, je suis députée de Marseille. Je travaille à l'Assemblée nationale à la commission des affaires culturelles et sociales et je m'occupe beaucoup des questions de santé et notamment des questions de santé publique. Et pourquoi vous pour ce débat ? Alors j'imagine que vous m'avez choisi pour ce débat puisque j'ai rendu un rapport à l'Assemblée nationale en 2009 qui s'intitule « Faire de l'obésité une grande cause nationale », que ce rapport comportait 83 propositions dont beaucoup ont été reprises sur le plan législatif. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Allez, on commence. Première partie. Avant d'être un problème de santé publique, l'obésité est un problème de société qui touche l'ensemble des pays développés. Les chiffres qu'on a, mais qu'on peut résumer, qui sont à peu près, je vous donne des ordres de grandeur, qui sont quand même très alarmants, puisque un quart de la population mondiale est en surcharge pondérale, 2 Américains sur 3 sont en surcharge pondérale, la France est aussi très gravement touchée par l'obésité, un adulte sur 2 est en surcharge pondérale et 1 sur 6 est obèse. Les femmes sont plus touchées que les hommes par l'obésité. Un enfant sur 5 en France est en surcharge pondérale. Et les personnes les moins favorisées sont touchées par l'épidémie d'obésité. On dit régulièrement que obésité rime avec précarité. Ce que je retiens de cette épidémie, alors bien évidemment, c'est que c'est un facteur aggravant pour toutes les maladies mortelles. On a récemment entendu les études sur le cancer et l'obésité. Le président de la République, en présentant le plan Cancer 2, a souhaité qu'on travaille sur les facteurs environnementaux, entre guillemets, et il a pointé notamment aussi l'obésité. Globalement, pour l'ensemble de la société, il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte à réguler cette épidémie puisque Laurent Degausse, qui est le président de la Haute Autorité de la Santé, l'a déclaré. Les pays qui n'arriveront pas à maîtriser l'épidémie d'obésité mettent en péril leur système de santé dans leur ensemble. Donc c'est vraiment un défi majeur. Alors, je vous rejoins tout à fait sur finalement ce diagnostic d'augmentation très importante de l'obésité dans le monde entier, dans les pays occidentalisés. Les chiffres sont ce qu'ils sont, bien sûr. Il y a cette augmentation qui est assez rapide, qui a démarré relativement lentement, puis on a l'impression que ça augmente de façon importante depuis 20 ans, par exemple. Chez nous, très clairement. Alors, mais peut-être ce que j'aimerais faire remarquer, c'est la situation de la France. La France est le pays où il y a le moins d'obésité en Europe. Si, je vous assure, je peux vous donner les chiffres. Oui, moi aussi. Nous sommes les recordmen. Il y a, les pays où il y a le plus d'obésité en Europe sont la Grèce et la Finlande. Et les pays où il y a le moins d'obésité en Europe, c'est la France qui a le moins d'obésité et l'Italie un petit peu après. Et dans le monde, dans les pays industrialisés, il y a juste le Japon qui fait mieux que les Français de ce point de vue-là. Alors, pour moi, c'est un étonnement constant
de m'apercevoir que pour une fois que la France fait quelque chose de bien, que nous avons moins de problèmes que les autres, eh bien, nous n'essayons pas de comprendre pourquoi nous faisons si bien. Oh si, je ne partage pas votre avis, je pense qu'on oui, essaye et qu'on veut faire mieux. Moi, le sentiment que j'ai, c'est une sorte de dramatisation à la suite des États-Unis. Alors c'est vrai, les États-Unis, il y a beaucoup de baisses, etc. Nous, les Français, on fait mieux. Et la plupart des spécialistes, quand on leur dit ça, vous rétorquent « Ah oui, mais c'est simplement parce que les Français sont en retard, on va avoir les mêmes problèmes dans pas longtemps. » Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose en France, et on va pouvoir peut-être discuter de quoi, il y a des choses en France qui nous protègent très partiellement de l'obésité, partiellement parce que ces facteurs de protection qu'il y a en France sont en train de s'effriter. Bah oui, c'est le problème. Eh oui, c'est le problème. Et donc, les pouvoirs publics, donc, à partir du moment où on dit l'obésité est un problème de santé publique, eh bien, quelles mesures pouvons-nous prendre? Eh bien, peut-être, si on comprenait ce qui nous protège en France d'une super-obésité, qui fait que nous sommes moins gros que les autres, eh bien, peut-être nous pourrions avoir des leviers pour avoir une politique de santé publique. Est-ce que je peux... D'abord, on en a une déjà, une politique de santé publique, et on en a une qui est particulièrement ambitieuse et qui est même copiée par d'autres pays. Je pense notamment à l'Angleterre, qui a des chiffres particulièrement alarmants et qui s'est inspirée très largement du PNNS, donc ça, on pourra peut-être y revenir. Du Plan National Nutrition Santé, pardon, faut pas rester aux acronymes. En revanche, c'est vrai qu'en France, on a une progression plus tardive et qui est différente de celle des pays européens. Néanmoins, ça progresse. D'accord, mais essayons de comprendre. Oui, mais essayons de comprendre. Mais vous permettez, je voudrais juste dire, on essaye de comprendre. On sait qu'on a beaucoup d'atouts, mais on a conscience aussi que ces atouts-là, on est en train de les perdre. Oui, mais lesquels? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on est en train de perdre, là? Eh bien, le mode de vie a évolué à l'instar de ce qu'il a évolué dans les pays européens. On prend, c'est-à-dire beaucoup plus de sédentarité. On prend beaucoup et de plus en plus les repas à l'extérieur et des repas tout préparés. La sédentarité augmente. Mais tout ça, si vous voulez... mais tous ces facteurs psychosociaux, on les connaît, on les a décrits, on ne va pas y revenir. Aujourd'hui, c'est comment faire pour que même si nos performances sont moins dégradées que dans d'autres pays européens, comment faire pour qu'on les conserve et comment faire pour améliorer la situation, à la fois pour que l'épidémie ne progresse plus, d'une part, et dans toutes les couches de la population, d'une part, et qu'on arrive à faire mieux vivre les personnes qui souffrent de cette épidémie. On voudrait tous que les choses s'arrangent et avoir une politique intelligente. Mais avant ça, il faut comprendre les choses. Alors, il y a une étude qui est parue il n'y a pas longtemps, un an ou deux, une étude sociologique qui a été menée par Claude Fischler, qui est une comparaison des différents styles alimentaires entre les différents pays européens et les États-Unis. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que finalement, il y a deux styles alimentaires différents qui s'opposent complètement bord à bord, en quelque sorte. Il y a d'un côté les États-Unis, et puis de l'autre côté la France, et tous les autres pays européens se dispersant entre les deux. Ce qui caractérise le mode alimentaire américain, c'est le centrage sur la diététique et la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que manger est, pour un Américain, essentiellement une affaire individuelle. C'est sous sa responsabilité personnelle que l'on mange. Et ce qui caractérise la France, c'est le centrage sur le plaisir alimentaire et sur la convivialité. Oui, c'est pas fonctionnel chez nous. C'est culturel et c'est le plaisir. Absolument. Et il se trouve, figurez-vous, vous allez rire, les études de neurophysiologie de la prise alimentaire, tous les travaux qui ont été faits sur la neurophysiologie de la prise alimentaire montrent que le plaisir alimentaire joue un rôle fondamental dans la régulation de la prise alimentaire. C'est-à-dire que nous avons plusieurs systèmes de régulation. Je ne vais pas rentrer dans le détail des systèmes de régulation de la prise alimentaire, mais disons qu'il y a un système faim-satiété qui gère finalement les apports énergétiques, et puis il y a un système du plaisir qui va gérer les choses de façon plus fine et qui va faire qu'on va être rassasié à un certain moment pour un certain aliment. Ce plaisir-là, nous, en France, on sait le faire fonctionner. On sait manger
et considérer que ce plaisir est fondamental. Et peut-être que c'est ça qui nous protège. Et peut-être que c'est aussi la convivialité, c'est-à-dire le manger ensemble, le partage, le plaisir partagé, qui sont des facteurs de protection contre l'obésité. Et ce que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes en train de perdre la convivialité et le plaisir, nous sommes en train de passer à un mode alimentaire fonctionnel, où on ne mange plus des aliments cuisinés, mais on mange des conglomérats de nutriments. Et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, de ce fait-là, si vous voulez, cette fonctionnalité fait que manger, c'est plus que faire le plein à la pompe. Voilà. C'est plus un truc important. C'est se remplir. Voilà, c'est juste on se remplit et puis c'est fini. Mais monsieur, on le sait tout ça. Le problème qu'il y a, c'est que... Ah bon Ben je ne crois pas. Moi, parce qu'on n'en tient pas du tout compte. Ça a été décrit. On n'en tient pas du tout compte dans les mesures de santé publique. Mais si, je ne partage pas votre avis. Non seulement on le sait, mais on en tient compte. La difficulté, c'est comment faire pour conserver ces notions-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va empêcher les familles monoparentales. On va empêcher le gamin qui rentre à 4 heures tout seul à la maison de se servir dans le frigo parce qu'il est incité par toutes les publicités qu'il voit ou parce que c'est bon de manger des barres chocolatées, de plus prendre les repas à table mais devant la télévision, on va refaire les grandes familles. Tout ça, c'est un mode de vie qui avait des avantages, des inconvénients aussi sûrement, mais qui malheureusement n'est pas celui de la plupart des personnes touchées par l'épidémie d'obésité. Et c'est ça la difficulté. Une des raisons pour lesquelles on a observé une certaine stabilité de l'augmentation de l'épidémie d'obésité dans l'enquête OBEPI, c'est que les catégories socio-professionnelles moyennes et supérieures ont compris les messages de santé publique, ont pu les assimiler, ont pu éventuellement corriger certains dysfonctionnements dans la prise de l'alimentation et surtout dans l'activité physique, parce qu'on ne parle pas assez du facteur sédentarité dans l'augmentation de l'épidémie. En revanche, les personnes les plus précaires, elles n'arrivent pas soit à comprendre, soit à traduire les messages de santé publique. Elles n'arrivent pas à faire en sorte de les mettre en application. En fait, ce qu'on nous fait aujourd'hui, c'est une information nutritionnelle. Et ce qui est fait aux enfants en particulier, c'est les glucides, les lipides, les protéines. Alors tout ça est très intéressant, mais c'est un peu comme une voiture, si vous voulez. Quand vous savez tout sur le moteur à explosion, vous ne savez toujours pas conduire une voiture. Et en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir faire une véritable éducation alimentaire à la fois des enfants et des adultes, parce que la génération d'avant n'est plus capable aujourd'hui de faire l'éducation, absolument, n'est plus capable de faire l'éducation de leurs propres enfants, n'ayant eu eux-mêmes pas d'éducation. Donc il y a une sorte de trou, finalement. Il y a une rupture. Il y a une rupture de la chaîne de la transmission. Et peut-être qu'effectivement, l'école peut rétablir, dans une certaine mesure, ce défaut. Et là aussi, je pense que le gouvernement peut avoir des actions sur les conditions matérielles dans lesquelles les gens mangent. Aujourd'hui, on a le sentiment que les pouvoirs publics se sont positionnés face à une sorte d'industrie agroalimentaire qui serait en quelque sorte le diable. Je pense que ce n'est pas tout à fait faux. Moi je vois les choses un petit peu comme ça. Je pense qu'il y a finalement, à l'heure actuelle, deux forces antagonistes. Il y a d'un côté, nous sommes dans une société qui préconise le consumérisme boulimique. Nous sommes poussés à manger et l'industrie agroalimentaire, il faut qu'elle fasse son chiffre d'affaires et va nous envoyer des messages, toutes sortes de messages, des messages en érotisant les aliments, des messages en prenant le contre-pied et en nous faisant manger des aliments super moraux. Mangez mes yaourts à 0% et vous êtes en train de manger de la minceur. Et donc, finalement, tous ces messages, voilà, tous les messages du live, ça nous pousse à manger. Ça nous pousse à manger, on s'en fout un peu de qu'est-ce que ça nous pousse à manger du moment qu'on mange. Hein. C'est un peu ça l'idée de l'industrie agroalimentaire. Elle est là pour vendre son produit. Absolument. Et puis, d'autre côté, nous avons quoi? Nous avons des gouvernements mondiaux, parce que ce n'est pas particulier à la France, qui ont pris le parti du puritanisme hygiéniste.
et qui nous préconise une alimentation diététisante, propre, équilibrée, bien encadrée. C'est juste, voilà, on dit, voilà, ces aliments sont bons, ces aliments sont mauvais. Donc, et ça, ce discours... Et vous pensez que ça, c'est une bonne information? Non, c'est une très mauvaise information. Il n'y a pas de bons aliments. Je partage. De toute façon, l'alimentation n'est pas un poison. Soit on peut le manger, soit c'est un poison. Exactement. Bon, par il n'y a contre, pas de bons aliments. Il faut aider les personnes qui n'arrivent pas à gérer. Il n'y a pas de bons et de mauvais aliments. Complètement. Les choux à la crème ne sont pas des mauvais aliments. Bon. Et les choux à la crème ne font pas grossir. Ça, je pense que moi, j'ai un avis plus réservé que vous sur le sujet. Pourquoi les choux à la crème ne font-ils pas grossir? C'est parce que ce qui fait grossir, c'est manger trop globalement. Non, mais bon... Eh bien oui, je suis désolée, mais c'est comme ça que ça se passe, physiologiquement parlant. Oui, mais par rapport aux programmes de santé publique, en tout cas tels qu'ils sont mis en place par la France, on peut, à mon avis, franchement se poser la question, quelle information alimentaire? Parce que, bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, les personnes qui sont culturellement et socialement les plus à même de comprendre les messages alimentaires ne sont pas celles qui sont les plus touchées par l'épidémie d'obésité. En revanche, les personnes les plus fragiles socialement et financièrement sont les plus touchées par l'épidémie d'obésité. C'est vers elles qu'il faut aller, c'est vers elles que les messages doivent, et notamment les actions de santé publique, doivent se porter. Quel message? Alors, quel message Alors, et quelles actions? Est-ce que c'est manger équilibré, manger 5 fruits et légumes, ne mangez pas du gras? Par exemple, c'est des messages à l'école. Prenons ce les messages qu'on peut donner à l'école. Prenons ce message qui me paraît un message incompréhensible sur le plan psychologique. Manger moins gras, moins sucré, moins salé. Moins gras que quoi? Moins sucré que quoi? Moins gras qu'hier, probablement. Ce qui veut dire que, en fait, quand on vous dit moins gras, ça veut dire que le gras et le sucre sont mauvais fondamentalement et que l'idéal, ça serait de ne pas en manger. Sont à limiter. On ne dit pas n'en mangez pas, on dit en mangez moins. À limiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mauvais. Et je vais vous dire les conséquences que ça a. Ça a que quand les gens mangent, ils sont culpabilisés de manger du gras et du sucré. Toutes ces campagnes d'information anti-gras et anti-sucré ont conduit à ça. Maintenant, quand vous mangez du gras et du sucré, vous vous excusez. Vous êtes en train de dire « Oh, je mange un chou à la crème, parce que je reprends mon chou à la crème qui ne fait pas grossir, et je répète, les choux à la crème ne font pas grossir. Et bien, je le mange, et je suis en train de me dire « Ça va me faire grossir, donc c'est pas bien. » À ce moment-là, eh bien, je ne peux plus m'arrêter de manger des choux à la crème, parce que la culpabilité qui apparaît au moment où je mange mon chou à la crème m'empêche de percevoir mes sensations de rassasiement. Et je ne m'arrête plus. Donc quand je suis coupable de manger quelque chose, je ne m'arrête pas de manger. Donc, et au lieu de manger un chou à la crème, j'en mange 3. Qu'une politique de santé publique digne de ce nom devrait, par exemple, faire la promotion des choux à la crème sur ces espaces publicitaires, les écrans enfants, etc., avant la Coupe du Monde de rugby, qui a été le programme le plus regardé. Une politique de santé publique pour déculpabiliser. Une politique de santé publique devrait arrêter de parler des aliments pour dire s'ils sont bien ou mal. Une politique de santé publique devrait pouvoir parler des sensations alimentaires et demander aux gens d'être à l'écoute de leurs sensations alimentaires. Et aussi, puisqu'il s'agit d'être à l'écoute de ces sensations alimentaires, de manger quand on a faim, de s'arrêter quand on n'a plus faim et de s'orienter vers les aliments qui nous paraissent les plus sympathiques à un moment donné, eh bien, c'est aussi de créer les conditions, et là, les pouvoirs publics peuvent avoir un rôle très important, c'est de créer les conditions qui permettent de manger de cette façon-là. Je voudrais vous citer simplement un exemple de ce que peuvent faire les pouvoirs publics et de ce qu'ils font. Moi, je suis adjointe au maire à Marseille, donc je suis élue à Marseille. Je peux vous dire que la municipalité de Marseille, enfin Jean-Claude Gaudin et ses adjoints, ont mis en place, ont rénové pratiquement toutes les cantines scolaires de la ville de Marseille en les transformant en self, où l'environnement, alors je vais vous expliquer ce que c'est le self à Marseille parce que c'est pas celui qu'on a l'habitude de voir, mais en transformant l'environnement pour qu'il y ait moins de bruit, que les enfants soient plus confortablement installés, qu'ils aient le choix entre deux ou trois aliments par catégorie et où on leur laisse le temps aussi d'être à table tranquillement et on leur demande de terminer les proportions. Ils sont servis dans certaines quantités, hein, là aussi on est très vigilant. Et ensuite, on leur propose dans beaucoup d'écoles des programmes ou des activités pendant le temps scolaire où ils sont tranquilles et où on leur explique ce que c'est l'alimentation, comment on cuisine, etc. Voilà. Alors, ce que vous faites me paraît certains points très bien. Pouvoir rendre des cantines scolaires confortables, paisibles, où on peut être en situation de
de partage avec ses congénères et pouvoir avoir du plaisir à ce moment-là, se détendre. Se détendre, est absolument fondamental, parce que sans ça, on ne peut pas réguler. Mais après, le message que vous mettez tout de suite après, c'est une alimentation normée. C'est-à-dire, voilà, c'est calculé, alors, hein, vous avez tel âge, vous avez telle quantité, protéines, lipides, glucides. Alors, ça, c'est des normes. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de normes alors que les gens sont parfaitement capables d'écouter, si on leur apprend, parce qu'il faut une éducation alimentaire pour ça, d'écouter les messages de leur corps. Il y a des gens qui ont un gros appétit, il y a des gens qui ont un petit appétit, il y a des gens qui vont finir leur assiette, il y a des gens qui ne vont pas finir leur assiette. Non, mais alors, je vous permettez de ne pas être d'accord avec vous, pour la simple et bonne raison que l'observation des assiettes dans les cantines scolaires est quand même édifiante. On s'aperçoit que dans les quartiers les plus favorisés, les enfants mangent à peu près de tout, ou ne mangent pas tellement à la cantine parce qu'ils considèrent que c'est meilleur chez eux aussi, hein, mais ils vont vers à peu près tous les aliments. Donc leur accès est assez varié. Dans les quartiers les moins favorisés, où ils n'ont pas l'habitude d'avoir une alimentation variée, ils vont toujours aller vers le même type d'aliments et pas découvrir, ce dont on vantait tout à l'heure les bienfaits, une alimentation variée. Donc il faut que la cantine leur propose. Alors, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais effectivement, et il faut aller plus loin. C'est la raison pour laquelle ce temps cantine est accompagné de toute une éducation qui a des semaines de découverte, qui a des moments où on découvre d'autres aliments, où les enfants cuisinent, etc., avec des diététiciennes, avec des professionnels, avec des programmes. Je suis désolée, mais quand on est à la tête d'une municipalité, enfin la deuxième ville de France, ou même dans une grande ville, et quand on s'occupe de politique de santé publique, on est bien obligé de mettre un certain nombre de normes. Moi, je vous dirais, je comprends ce que vous dites sur l'individu et cette place-là. Enfin, néanmoins, moi, je vais vous citer une phrase de Lacordaire. Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège. Donc, bien évidemment, lorsqu'on met en place, puisque c'est l'objet de notre débat, des politiques publiques, on est bien obligé de mettre en place un certain nombre de normes. Il ne s'agit pas d'être des ayatollahs de la norme et de s'y tenir strictement, mais on est bien obligé aussi, parce que c'est rassurant, parce que ça évite aussi le charlatanisme. Il ne faut pas oublier qu'autour de l'obésité, autour du poids, autour de toutes ces souffrances dont sont victimes les personnes qui sont atteintes par cette épidémie, et notamment les enfants, il y a aussi beaucoup de charlatanisme. Donc moi je trouve que c'est rassurant et c'est normal que les pouvoirs publics et la puissance publique mettent des normes. Ensuite, charge à la puissance publique de faire en sorte que chaque personne trouve la réponse qui est adaptée à son cas et chaque personne arrive à trouver la prise en charge qui est adaptée à sa situation. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et c'est ça qui est mis en place notamment dans le programme national Nutrition Santé et dans les programmes de santé publique. Bon, moi j'aimerais revenir un petit peu sur la stigmatisation dont sont victimes les obèses aujourd'hui. Cette stigmatisation de l'obèse est tout à fait contre-productive du point de vue d'une politique anti-obésité, en fait. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, à force de faire peur aux gens, avec ce discours, si vous êtes obèse, vous êtes un mauvais citoyen, vous êtes un sous-homme ou une sous-femme, vous allez être marginalisé, si vous êtes un obèse, vous êtes en enfer, eh bien, finalement, que font les gens? Comment on répond à ça? Eh bien, l'individu, ce qu'il va faire face à ça, c'est se dire il ne faut surtout pas que je sois obèse, il faut que je surveille mon alimentation, il faut que je mange 5 fruits et légumes par jour, il faut que je me discipline, et il se met au régime pour surveiller son poids. Et qu'est-ce qui se passe quand il se met au régime? Eh bien, maintenant, on le sait ce qui se passe quand il se met au régime, parce qu'il y a beaucoup d'études sur les régimes. Ah oui, on sait que les régimes, ça ne marche pas sur le long terme, et que ça fait grossir sur le long terme. Alors, l'individu, qu'est-ce qu'il peut faire avec son poids, finalement? Le seul poids qui soit véritablement tenable dans la durée, c'est son poids naturel. C'est ce qu'on appelle le set point. C'est un poids où on se stabilise quand on mange de façon intuitive, en suivant ses sensations alimentaires. Quand on essaye de prendre le contrôle de son alimentation, on dérègle complètement ses mécanismes de régulation. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ont un IMC supérieur à 35 ou à 40 ? Alors, mais c'est ça, parce que moi je partage ce que vous dites, mais aujourd'hui,
quelles mesures on peut prendre par rapport à ces personnes. Parce que, il faut les protéger des discriminations. 2, il faut faire en sorte qu'elles aient un poids qui leur permette de survivre. Absolument. Et puis après, de vivre. Et puis ensuite, une fois qu'elles peuvent être soignées, qu'elles soient prises en charge par la chirurgie, par exemple, ou par plusieurs accompagnements, etc. Il faut qu'elles puissent vivre dans la société. On est tout à fait d'accord là-dessus. C'est ça les objectifs des campagnes de santé publique. Il faut les aider. Dire qu'il y a un problème, c'est pas stigmatiser, c'est au contraire aider. Aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que la prise en charge, elle doit s'articuler sur 3 axes. Premièrement, travailler sur le comportement alimentaire. Deuxième axe, et ça on n'en a pas beaucoup parlé pendant le débat, c'est l'axe émotionnel. Les facteurs émotionnels chez les personnes obèses sont très importants. Beaucoup de personnes mangent en fonction de leurs émotions. Et là, il y a un travail que nous faisons avec nos patients, qui est un travail émotionnel et psychologique pour leur apprendre à réagir autrement qu'en mangeant face à leurs émotions. Et troisième axe, aujourd'hui, nous nous retrouvons en tant que thérapeutes à travailler avec les gens sur comment survivre en milieu hostile. Moi, j'appelle ça comme ça. Nous sommes dans un environnement social tellement difficile pour les personnes obèses qu'il faut leur apprendre comment se comporter là-dedans face à l'hostilité générale, à la fois de leurs employeurs, à la fois de leur famille, à la fois des gens de la rue. Et ça fait partie du traitement aujourd'hui. Quand nous prenons en charge des patients, nous travaillons là-dessus. C'est un comble que moi, médecin, je suis obligé de travailler là-dessus avec mes patients. Mais pourtant, malheureusement, c'est une réalité dont parlent toutes les associations de personnes obèses, etc. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la lutte contre les discriminations dont sont victimes les personnes obèses, dire, ne serait-ce qu'informer les personnes qui ne sont pas particulièrement touchées par le sujet, que les personnes obèses sont victimes de discrimination, ça a été très bien décrit par l'Observatoire des discriminations de la Sorbonne. Moi, je trouve que c'est essentiel. Ensuite, il faut les accompagner, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'errance médicale pour beaucoup de personnes obèses. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que chaque individu trouve le traitement, parce que c'est ça la place de l'individu, qui est adapté à sa situation. Il faut que les centres de référence pour personnes obèses puissent se mettre en place et que la prise en charge qui est adaptée à leur histoire, à leur parcours, à leur poids, à leur âge, à leur situation personnelle, puisse être mise en place. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas partout, il faut que ce soit le cas sur l'ensemble du territoire. Ce que vous dites là, je le partage, mais c'est dans le cadre de l'entretien singulier que vous avez avec le malade. Quand il faut organiser et mettre en place des politiques de santé publique, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire une bonne prise en charge et notamment un accompagnement psychologique. Or, aujourd'hui, si on veut vraiment lutter contre l'obésité et faire en sorte que l'individu et la personne obèse ou en surpoids, parce qu'elle va peut-être être obèse, soit mieux prise en charge, il faut qu'on mette en place des politiques publiques qui touchent à l'organisation des soins, à l'éducation pour la santé, à l'alimentation, aux collectivités locales, au transport, à la télévision, à la publicité, à l'agroalimentaire. C'est tous les facteurs de notre société qui sont touchés par cette épidémie et c'est sur tous ces leviers qu'il faut agir en même temps, parce qu'un seul n'y suffira pas. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve avec 2 invités en face à face pour une conversation ou un débat.